Bienvenue dans Stendhal Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'œuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux, rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règne folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairées, il se trouve des œuvres qui vous marquent ta vie. Depuis l'aube des temps, les humains ont eu besoin des histoires. Par des récits légendaires, ils se sont offerts des paraboles, des récits symboliques ou moralistes, des quêtes initiatiques et des mythes fondateurs. Les habitants de la Terre auraient pu se contenter de l'histoire avec un grand H pour se raconter et apprendre du monde et du passé. Mais pourtant, le fantastique et sa symbolique se sont imposés comme des éléments essentiels de notre construction en tant qu'humanité. Pourquoi avoir eu besoin d'inventer les dieux, les démons et autres entités irréelles? Sans doute parce que ces récits nous permettent de remplir par le rêve les espaces vides de notre compréhension du monde, de soulager ainsi les vertiges de l'inconnu. La science et le temps font du rangement dans ces croyances diverses. La bête du Gévaudan était sans doute un loup agressif ou un chien d'attaque. Le temps passant, nous avons appris que des monstres volants avaient bel et bien existé, mais qu'ils s'appelaient ptérodactyles et non dragons. Le kraken, un calmar géant. Les sorcières, juste des femmes libres et indépendantes. Il est pourtant une dernière créature qui résiste encore à l'annihilation totale des potentialités qu'elle dégage. C'est l'entité extraterrestre. Elle est le dernier bastion fantastique de ceux qui veulent rêver les yeux ouverts. Elle seule peut encore incarner un espoir d'ordre surnaturel, car cette entité viendrait d'un grand trou noir infini dont nous savons si peu, d'un lieu où tant de probabilités sommeillent. Car entre ici en jeu l'infini des possibles. Notre connaissance de l'espace intersidéral est si parcellaire à ce jour qu'il est impossible de réfuter par principe la présence de vie dans l'univers. Même si sans preuve scientifiquement validée, il est encore impossible d'affirmer pour l'instant qu'ils sont là, quelque part. Sous quels traits l'homme fantasme-t-il ces êtres lointains? Quels espoirs et quelles craintes incarne-t-il? Il est très compliqué de traiter un sujet aussi parasité de foi aveugle, de faussaires anonymes, d'affirmations grotesques et de témoignages indémontrables. Les milliers d'ouvrages de science-fiction ont fait se développer notre fabrique à fantasmes, et c'est tout naturellement que la théorie du complot est venue empoisonner le festin. Finalement, la question de savoir s'ils existent vraiment est secondaire, si l'on choisit de se concentrer sur leur représentation. Dans nos têtes, ils sont là, dans nos récits et nos cultes, ils s'immiscent, dans le cœur de certains, ils se font attendre. C'est finalement un voyage dans notre imaginaire auquel nous invite l'étranger cosmique. Quand il s'est agi de représenter les premiers extraterrestres, notre réflexe initial fut planétocentré. Nous les avons imaginés à notre image. On part de l'idée préconçue que si la vie existe ailleurs, elle a choisi le chemin d'une évolution similaire à la nôtre. Représenter l'alien comme notre frère a plusieurs avantages. Cela permet de fantasmer une civilisation qui aurait fait des choix différents. On peut ainsi proposer des utopies ou des dystopies, montrer des êtres semblables dotés de pouvoirs que nous n'avons pas et de problématiques différentes. C'est une façon de se projeter dans ce qui pourrait être notre futur, ou les chemins différents qu'aurait pu emprunter notre marche dans l'évolution. Dans une forme plus moralisatrice, voire conservatrice, certaines œuvres jouent sur les peurs du vieux monde envers la jeunesse, les puissances étrangères, les femmes, les espions, les immigrés, finalement envers autrui, l'autre, celui qui est hors de la norme. L'extraterrestre à visage humain permet aussi de jouer avec les thématiques du double maléfique, de l'infiltré qui s'immisce dans notre intimité. D'une entité qui nous ressemble en tout point, mais qui trahit nos populations pour servir un dessein secret et néfaste. Il est le parfait réceptacle de nos paranoïas, car rien ne le différencie en apparence. Il faudrait pouvoir regarder sous l'enveloppe de chair, voir à travers eux comme le feraient des rayons X. Sous une peau d'humain, l'alien cache sa véritable nature et son abject projet. Nous contrôler, nous dominer et nous détruire. Représenter les aliens comme des humanoïdes permet finalement la métaphore du miroir. En communiquant avec eux, c'est surtout à nous que l'on parle. Au fil du temps, les scénaristes et auteurs ont proposé des variations bien plus inattendues. Que se passerait-il si le règne animal était revisité par le prisme extraterrestre? Et s'ils étaient doués d'intention, si leur taille était multipliée, si des espèces se mélangeaient monstrueusement? Même nos animaux de compagnie ont eu droit à leur doppelganger extraterrestre. Après tout, ne serions-nous pas surpris de découvrir que les chiens sont plus intelligents que nous et que les chats désirent secrètement notre perte? En dehors de ces variations finalement très intimes, les peuplades de l'espace ont ensuite été dépeintes comme des abominations.
Après tout, dans sa laideur et sa différence, l'extraterrestre est un monstre comme les autres. Rien d'étonnant donc à voir pulluler des aliens informes, difformes, qui ne sont que muscles et chair nus, ou alors tas de matières mouvantes et dévastatrices. On croisera des visiteurs quasi mythologiques, aux caractéristiques indescriptibles et aux dimensions cyclopéennes. Ces représentations découlent sans doute en partie du mythe des grands anciens, établi par Howard Phillips Lovecraft au début du siècle. Ce mythe dépeint une cosmogonie d'extraterrestres antédiluviens qui nous guettent depuis les insondables ténèbres du cosmos. Le nombre de films montrant des aliens affublés d'appendices tentaculaires si chers à l'écrivain ne vient pas contredire ce ressenti. La vague des kaiju post-nucléaires a amené elle aussi son lot de créatures venues du ciel pour nous annihiler. Ils sont un moyen de nous confronter au temps des dinosaures, comme un revival de ce passé rempli de créatures extraordinaires. Ces visiteurs nous montrent aussi petits et faibles que nous le sommes face à la nature et au cosmos. Tous ces monstres d'ailleurs sont aussi une façon d'imaginer une évolution des espèces qui auraient emprunté d'autres voies. Et si ? Et s'ils avaient des ailes, s'ils crachaient du feu ou suintaient du sébum toxique ? Et s'ils n'avaient ni plumes ni peau, si leurs dents étaient aussi sales et nombreuses que leur façon de vous tuer. Bien qu'ils rappellent souvent des figures qu'on peut croiser dans d'autres genres cinématographiques, ces monstres illustrent parfaitement le concept de terreur venu d'ailleurs. Mais ne serait-il finalement pas bien pire d'être envahi par des monstres plus discrets, plus petits et fourbes ? Des parasites qui se logeraient dans vos intestins et prendraient les commandes de votre volonté. Des organismes qui pondraient dans votre gorge, des limaces qui se glisseraient dans votre bain. Ce type d'alien est le symbole du contrôle mental, de la paranoïa sournoise et indémontrable. Il symbolise la peur de la maladie qu'on transmet, mais surtout la perversion des cœurs et des esprits. D'autres fois, certains scénaristes ont tenté de sortir du planétocentrisme ou du recyclage de monstres pour essayer de montrer des formes de vie plus différentes et hors de notre acception classique des espèces. Il y a donc des aliens végétaux, d'autres qui s'apparentent à des micro-organismes, voire même des insectes aux proportions démentes. D'autres sont invisibles à l'œil humain, sont faits de composants minéraux ou de gelées organiques. Cette approche est fort intéressante dans la tentative qu'elle incarne d'imaginer l'alien comme un organisme inattendu, loin des images d'Épinal classiques. Mais vous l'attendez tous, il est temps de parler de l'alien le plus répandu. C'est celui qui nous vient tous en tête quand on parle d'extraterrestres, le Grey Alien, autrement appelé Petit Gris dans nos contrées. Difficile de comprendre pourquoi c'est cette représentation qui va remporter la palme du look le plus tendance d'outre-espace. Plusieurs facteurs expliquent cette suprématie. Tout d'abord l'auteur H.G. Wells, dès 1901, qui décrit les extraterrestres de son ouvrage « Les premiers hommes sur la Lune » comme des êtres à la taille réduite, aux yeux protubérants et globuleux et au crâne plus grand que le nôtre. Leur couleur gris cendré rappelle donc celle de la Lune. Plus tard, des œuvres mondialement célèbres comme Rencontre du troisième type, E.T. ou encore X-Files vont verrouiller cette représentation. La grande supercherie de Roswell et toutes les autres s'inspirent donc tout naturellement de cette forme en vogue pour prendre en marche le train de la bêtise opportuniste. Le petit gris va donc devenir la forme la plus acceptée pour figurer un alien, et c'est celle-ci qui va intégrer la pop culture et le merchandising. Elle parle directement au public, et cela explique pourquoi tant de scénaristes en manque d'imagination ont choisi cette apparence pour nous parler des tribus spatiales. Outre cette facilité, si le petit gris est si plébiscité, c'est parce qu'il pourrait ressembler quelque part à notre moi du futur. Des yeux plus grands pour pouvoir regarder plus d'écrans, un cerveau proéminent pour emmagasiner plus d'informations et traiter les interfaces virtuelles. N'aurons-nous pas, nous aussi, des corps plus petits, avec des mains et des bras plus longs, pour pouvoir manipuler claviers et écrans sans bouger de notre vaisseau spatial ? Le gris, si loin, si proche. D'ailleurs, il est celui qui dispose du plus grand nombre de mythologies. Il peut être ami, venir en paix ou simplement être neutre. Mais le plus souvent, le gris est malveillant, travaille en secret avec les gouvernements, cherche à étudier notre espèce à des fins néfastes, quand ils ne viennent pas sur Terre pour faire des hamburgers avec notre cervelle. Et ils auront toujours l'avantage. Il n'y a qu'à regarder la taille de leur cerveau. En poussant ce postulat de supériorité technologique, certains scénaristes ont envoyé des robots sur notre Terre. Des races aliens avancées auraient sûrement conçu des machines pouvant supporter les distances spatiales. C'est une idée très plausible dans la mesure où c'est ce que nous faisons. La seule intervention humaine sur Mars jusqu'à maintenant est celle d'un petit robot appelé Curiosity qui arpente pour nous les terres de cette planète. S'il y avait eu une vie intelligente sur Mars, c'est ce qu'ils auraient vu de nous, un robot éclaireur extraterrestre. Évidemment, le cinéma est allé beaucoup plus loin. Le robot alien est souvent dangereux, malveillant ou à la solde d'une espèce qui cherche notre destruction. Moins sensibles aux éléments et beaucoup plus solides, les robots sont faits pour explorer, se battre ou détruire, sans causer de dommages à ceux qui les ont conçus.
Il ne souffre pas des changements d'atmosphère, n'a pas besoin d'air ni de se nourrir. Mais parfois, le robot est l'alien lui-même, et cela nous permet d'explorer l'idée de machines qui auraient leur propre civilisation, mais aussi et surtout des sentiments. Notre syndrome de supériorité galactique, celui-là même qui plaçait les humains au centre de l'univers, a souvent poussé les créateurs à imaginer les aliens comme des espèces tribales. Leurs accoutrements sont faits de cuir et de tissu, leurs mœurs sont brutales et amorales. Nous nous vengeons quelque part en les représentant comme archaïques, bloqués dans l'évolution sociétale. Mais ne serait-ce pas nous qui serions les moins évolués finalement? Notre volonté binaire de lire le monde noir ou blanc, bon ou mauvais, plutôt que gris et en constante vibration, explique sans doute les visions maléfiques de l'extraterrestre. Présentés comme des démons sanguinaires, voire même des créatures des enfers, les aliens sont parfois pétris d'intentions quasi diaboliques. Définitivement, l'alien est le plus souvent pensé comme une menace. On parle bien d'envahisseurs, d'étrangers tombés du ciel, de menaces venues de l'espace. Si parfois cela nous permet de penser les concepts de dictature, de répression ou de résistance face à l'oppresseur, l'alien est malheureusement l'incarnation de notre rejet de l'autre. Le racisme se mute alors en aliénophobie. S'il existe d'autres espèces, nous serons prompts à les envier, les détester, les craindre ou les combattre, avant même d'avoir pu leur parler. On entend d'ici les voix des effrayés. Regardez comme ils sont laids et différents, ils sont fourbes et nous infiltrent, ils cherchent à nous détruire et à nous dominer, ils kidnappent nos femmes et pervertissent nos enfants. La peur et la haine de l'autre comme carte de visite, même aux confins de l'espace. Mais à nous voir nous débattre dans nos petits cerveaux pas encore prêts à la grande aventure cosmique, peut-être existe-t-il un espoir. Beaucoup d'œuvres rêvent des aliens empathiques, se penchant sur notre sort et tentant de nous aider, de nous faire grandir. Ils viennent délivrer un message pour nous dissuader de continuer les guerres, de salir notre planète ou d'utiliser l'atome pour se rayer des cartes. Ils viennent aussi simplement parfois pour nous apprendre à aimer. D'autres ont un message plus philosophique ou plus complexe à saisir. Il y a tant d'autres types d'espèces aliens dans l'imaginaire humain qu'il existe des inclassables. Certains mélangent plusieurs typologies, sont indescriptibles ou prennent les atours de figures archétypales. L'extraterrestre est sans conteste la figure la plus riche du bestiaire fantastique, car ses variations sont infinies. Là-bas, dans le vaste espace, absolument tout est imaginable. Après cette croisière cosmique vouée aux représentations, descendons du navire pour faire face à notre réalité. Puisque l'existence d'extraterrestres est du domaine du probable, avons-nous eu un début de contact? Découvert des traces de vie sur d'autres planètes? Même si Europe cache peut-être des océans sous sa croûte de glace, ou que Mars a pu accueillir de l'eau dans le passé, la science n'a pas pour l'instant validé la moindre preuve de l'existence d'organismes pensants vivant dans l'univers. Le vertige se lie alors à la frustration. Nous sommes peut-être nombreux à avoir trouvé le chemin de la vie, mais nous ne nous croiserons jamais. Nous serions trop loin les uns des autres, car l'espace est si grand qu'aucun mot ne pourrait le décrire. C'est un triste constat, et il est dur à accepter, tant le rêve d'une rencontre cosmique ferait basculer notre Terre dans sa phase galactique, le prochain stade de notre évolution. La théorie du complot a fait des aliens son terrain de jeu bien avant X-Files. Les États savent et nous cachent tout, fabriquent des soucoupes dans des bases secrètes, et les nazis préparent un comeback sur la face cachée de la Lune. Si on voulait décrédibiliser un questionnement ou un champ de recherche, on ne s'y prendrait pas mieux, alors qu'il faudrait plus de moyens pour l'exploration spatiale et les tentatives de communication. L'humanité est donc prompte à avaler des fables mal construites, mais se plaint quand des financements partent vers l'espace. Encore un signe que notre humanité n'est pas encore prête à affronter le saut dans l'univers. Rentrons désormais dans de la pure science-fiction. Quand bien même le monde aurait soigné sa crise de conspirationnisme adolescent, il n'est pas évident que nous soyons éligibles aux Olympiades universelles. Une idée qui m'a toujours fasciné est celle qui consisterait à se mettre à la place de ces fameux visiteurs potentiels. Imaginons, vous avez débloqué la compétence voyage intersidéral et vous arrivez aux abords d'une planète qui semble habitée. C'est la Terre, mais ça, vous l'ignorez encore. Que faites-vous? Vous posez votre spaceship au-dessus de Washington pour saluer la planète? Vous envoyez un message dans votre langue incompréhensible? Il est plus probable qu'une première phase d'approche tactique serait préférée. Les terriens sont-ils hostiles? Comment se comportent-ils entre eux? Prennent-ils soin de leur habitat planétaire et donc de leur futur? L'alien en approche aurait sans doute l'attitude qu'aurait un documentariste animalier. Il verrait que nous nous entretuons parfois au nom de dieux qui n'existent pas, que nos inégalités de richesse sont absurdes, au point de faire honte à n'importe quel zeta réticulien. En scannant nos archives, les aliens seraient peut-être tombés sur le canular d'Orson Welles et la panique relative qui s'ensuivit. Ils auraient regardé nos films, lu nos livres, et auraient constaté qu'on les perçoit souvent comme une menace. En somme, quand bien même les aliens existeraient, il n'est pas acquis qu'ils auraient choisi d'entrer en contact. Les visiteurs se poseraient aussi deux questions essentielles.
Quel accueil les humains nous réserveraient-ils et quels effets produirait notre venue sur l'esprit humain? Je vous invite fortement au visionnage du docu-fiction The Visit, réalisé par Michael Madsen. Dans ce film fascinant, le réalisateur imagine qu'une visite extraterrestre se produit. Il part donc interroger tous les organes étatiques ou officiels pour connaître les protocoles éventuels, pour interroger ceux qui seraient choisis pour prendre part à ce premier contact. Et malheureusement, le collier hawaïen ne serait pas forcément la première option choisie. Ainsi, en se basant sur notre histoire, l'alien regagnerait peut-être sa galaxie, attristé et déçu. Nous sommes trop effrayés par l'inconnu pour lui donner la moindre chance. Essayons tout de même de voir l'univers à moitié plein. Ils arrivent, nous les accueillons dignement, nous montrons que nous sommes une planète évoluée et accueillante. Alors, nos nouveaux amis nous proposent de rejoindre la coalition des étoiles. Nous devenons une peuplade parmi d'autres, nous ne sommes plus le centre de l'univers, nous ne sommes ni les plus beaux ni les plus évolués. Nous devrons nous faire une place parmi toutes ces nouvelles espèces. Beaucoup de films ont exploré cette potentialité. Les visionnages de Star Wars, Star Trek et autres space opéras nous montrent finalement des interactions assez semblables aux nôtres, avec des problématiques bien connues de domination, de rapport de force. Si des hommes ont voulu dominer la Terre, pourquoi des aliens ne voudraient-ils pas dominer l'univers? La violence et la territorialité seraient donc partout dans l'univers, et le grand rêve d'union cosmique ne serait pas pour demain. La chose qui changerait totalement, c'est sans doute la façon dont nous nous percevons. Mon historique personnel fait que je suis né en Normandie, que j'ai déménagé à Paris et que mon pays est la France. Malgré cette belle expression de citoyen du monde que j'aimerais tant embrasser, je ne suis que le banal produit de mon lieu de naissance, souvent incapable de voir au-delà de mon petit confort et de mes tristes frontières. Si demain nous rejoignons les peuples de l'espace, nous deviendrons des terriens. Nous aurons enfin une nationalité planétaire, et nous verrons la planète pour ce qu'elle est, la maison de toutes les espèces qui la peuplent. Peut-être alors comprendrions-nous que derrière nos différences, nous ne sommes que des mammifères bipédiques très semblables sur une petite planète qu'il faut préserver et chérir. Notre voyage arrive presque à son terme et il nous faut affronter un dernier vertige. Certes, les aliens débordent de notre imaginaire tant ils y sont présents, et pourtant rien. Silence radio déroutant, autoroute spatiale vide. Et si la plus effrayante des pensées était la suivante? Nous sommes totalement seuls dans l'univers. Nous sommes le fruit du chaos, les enfants du hasard. Dans l'infinité des multivers, il n'existe que nous, fourmis insignifiantes aux destins inaudibles. L'apparition de la vie est peut-être aussi complexe et extraordinaire que nous tenons de l'accident pur et simple, et que nos appels cosmiques ne font que se perdre dans l'univers. Quelle conclusion apporter à ces questionnements vertigineux? Il nous faudrait un texte qui pourrait remettre tout en perspective, des mots qui donneraient du sens à notre présence. Ce texte existe et il fut écrit et prononcé par Carl Sagan, exobiologiste et vulgarisateur qui fit rêver d'espace plusieurs générations. Il participa à l'envoi de messages dans l'univers comme le Voyager Golden Record. Et justement, ce fameux texte évoque un cliché pris par la sonde Voyager, au dernier point de son trajet où la Terre lui était encore visible. Et cette photographie, la voici. Au milieu de cette gigantesque et pourtant minuscule portion d'espace, on distingue un microscopique point bleu, pâle, a pale blue dot. Invité à une conférence, Sagan livra avec ces mots ses réflexions à la vue de cette infime sphère perdue dans l'univers, timide petite tache qu'on appelle Terre. Je vous laisse avec lui, avec cette voix de sagesse, et ces mots qui provoquent le frisson autant qu'ils rassurent. De toutes les tentatives pour nous faire accepter notre place dans l'espace infini, ce texte, et lui seul, parvient à m'apaiser face au silence des étoiles. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar,
every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons.